La route est la première cause de mortalité pour les 15-24 ans. Et pourtant, de nombreux jeunes continuent à prendre des risques. Alors qu'elle avait une vingtaine d'années, Ida Young a eu un accident de la route. Elle a accepté de nous raconter ce qui lui est arrivé. Bonjour Ida. Bonjour. Ida, un 18 juin, vous n'avez pas entendu votre réveil. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez préféré dépasser la limitation de vitesse et risquer votre vie plutôt que d'arriver en retard au travail ? Très bonne question. Alors dit comme ça, ça paraît vraiment stupide d'avoir pris ce risque-là. Mais moi à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans. C'était une période de ma vie où je vivais de manière très intensive, je prenais des risques, je sortais beaucoup, je conduisais vite et tout allait vite dans ma vie. Et je n'avais pas du tout l'impression que de rouler à 100, à 110, à 120, voire plus, c'était mettre ma vie en danger. Donc ce matin-là, je me suis réveillée effectivement en retard. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais rouler un peu plus vite que d'habitude et puis ça va passer, je vais arriver à l'heure au travail. On verra tout à l'heure que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Votre père était sapeur-pompier et vous racontez souvent les histoires horribles de ses interventions. Pourquoi cela ne vous a-t-il pas sensibilisé au danger de la route ? Oui, ça paraît paradoxal, mais en fait, ces histoires qu'il me racontait, elles étaient horribles, justement. Donc pour moi, elles étaient très très loin de ce que je pouvais vivre. Elles me concernaient pas, ça me touchait pas. C'était la vie des autres, pas la mienne. Et je pensais que ça ne pouvait pas du tout m'arriver parce que j'étais pas dans ces situations-là, parce que je maîtrisais. Je savais conduire, je roulais vite tout le temps. Donc je voyais bien que je maîtrisais, qu'il n'y avait pas de souci. Donc tout ce qu'il pouvait me raconter, ça me passait au-dessus de la tête, j'étais pas concernée. D'après les témoins, vous avez fait plusieurs tonneaux. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé l'accident ? Oui, a priori j'ai dû faire 6 ou 7 tonneaux, je me souviens pas bien, mais ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Je roulais très vite sur une nationale et puis à un moment donné, je suis arrivée sur un virage qui était réputé assez dangereux, il était assez raide. Je suis arrivée très vite sur ce virage-là et j'ai commencé à perdre le contrôle de mon véhicule. J'ai essayé de récupérer, de braquer, de contre-braquer, c'était de pire en pire. Et en face de moi, j'ai vu qu'il y avait des voitures qui arrivaient et là, j'ai eu très peur, soit de les percuter, soit de faire des tonneaux sur la route et de causer un accident très dangereux pour les autres. Mon véhicule a commencé à glisser sur le côté de la route, j'ai vu qu'il allait vers un champ, et là je me suis dit très bien, je vais laisser glisser ma voiture, comme ça j'irai dans le champ et je ne blesserai personne. Là, je me suis cramponnée à mon volant, parce que j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit ça va bousculer, ça va, voilà, mais bon. Et la voiture a commencé donc à faire des tonneaux, c'était de pire en pire, c'était de plus en plus violent, de plus en plus difficile de se tenir. À un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé et je me suis retrouvée donc quelques mètres plus loin dans le champ. Et voilà, et à ce moment-là, j'étais tétanisée, j'étais complètement effrayée, je ne savais plus ce qui m'arrivait. Avant votre accident, vous vous étiez senti invincible. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez réussi à sortir de votre voiture ? Alors là, je me sentais plus du tout invincible. Au contraire, je me sentais très fragile et puis surtout, j'étais choquée. J'étais vraiment bouleversée par ce que je venais de vivre. J'avais eu très très peur pendant les tonneaux. J'étais soulagée quand même d'être en vie parce que je savais pas au moment où les tonneaux se déroulaient comment ça allait se terminer, si j'allais m'en sortir. Ça a duré très très longtemps. Et en même temps, j'étais en panique. J'avais peur que ma voiture prenne feu, j'avais peur de tomber dans les pommes, je savais plus quoi faire. Donc je me suis couchée sur le côté et puis j'ai attendu. Ce sont les pompiers qui vous ont emmené à l'hôpital. Quels sont les gestes de premier secours qu'ils ont effectués ? Alors je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens que quand j'étais dans l'ambulance, le trajet me paraissait interminable, j'avais mal de partout. Et j'étais un peu en panique, je leur posais des tas de questions auxquelles ils ne savaient pas répondre évidemment. Voilà, j'étais perdue à ce moment-là, je me sentais vraiment perdue. Votre accident a eu lieu à 7h30 et vous n'avez été opéré qu'à minuit. Comment avez-vous vécu ces longues heures d'attente à l'hôpital ? Alors effectivement, ça a été très très long, mais il y a eu plusieurs étapes. D'abord, j'ai été admise aux urgences, là j'ai beaucoup attendu. Dans un couloir, puis dans une pièce, puis dans une autre pièce. Il y avait des soignants qui passaient, je ne savais pas ce qu'ils venaient faire exactement. Donc là, c'était très très long.
Et je comprenais pas trop si on allait s'occuper de moi, si j'allais repartir. Dans ma tête, ça allait durer quelques heures et puis j'allais rentrer. J'allais même partir au travail, retourner au travail, tout allait bien, etc. Bref, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et à un moment donné, un interne est venu regarder un peu ma plaie que j'avais à la main. Puis il a vu qu'elle était souillée, qu'on ne pouvait pas du tout la recoudre et donc que je ne pouvais pas du tout repartir dans les heures qui arrivaient et qu'il fallait surtout que l'on m'opère. Donc là, j'ai été transférée dans un autre service. J'ai pas de souvenir vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais que ça a été très très long puisque j'y suis allée dans la matinée dans ce service et j'ai été opérée à minuit. Donc c'était très très long, mais j'avais des tas de pensées qui me traversaient l'esprit. D'abord j'étais très choquée, j'étais encore sous le choc, mon cerveau ne comprenait pas ce qu'il venait de vivre. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, ce qui allait se passer par rapport à ma main. Et en même temps, mes parents étaient arrivés, donc quelque part allaient un peu gérer la relation avec les soignants. Et moi, du coup, j'étais un peu, je pouvais mettre un peu à l'écart et puis laisser reposer les choses. J'avais vraiment besoin de ce temps-là. Je me sentais aussi un peu bête, voilà, de me retrouver là. Je me sentais très fragile également. Et puis je me disais, voilà, c'est bien fait pour toi, voilà où tu en es. Donc par rapport à ça, finalement, j'étais un peu passive. Je disais, voilà, maintenant tu t'en es là, tu verras bien ce qui va t'arriver. T'as plus qu'à subir, c'est bien fait pour toi. Donc j'étais passive et je disais rien, même si le temps passait, que c'était extrêmement long, que j'avais faim, que j'avais envie de bouger, que j'avais envie qu'on me soigne, eh bien je disais rien. Et mon père, à côté de ça, il s'agaçait, parce que lui, il savait. Il savait que de laisser une plaie comme ça pendant des heures, c'était prendre un très gros risque et qu'il pouvait avoir une destruction des tissus, que je pouvais perdre ma main en fait. Moi, de ça, j'en avais pas du tout conscience. Et du coup, j'étais dans cette attente, mais dans un état un peu second, avec plein d'idées qui me passaient à travers la tête. Votre main a gardé des séquelles. En quoi cela a-t-il pu être difficile à vivre pour vous ? Oui, alors effectivement, ça a été difficile parce que ça a duré longtemps. D'abord, je n'ai pas pu me servir de ma main pendant plus de 3 mois. Faites le test, quand vous ne faites les choses qu'avec une seule main, c'est compliqué. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire. On est dépendant des autres tout le temps. On est obligé de demander de l'aide tout le temps. En plus de ça, il y a une douleur quand même, ça fait mal. Et puis, il y avait également des soins à mettre en œuvre. Donc, j'allais voir le kinésithérapeute toutes les semaines. Et pendant des mois, je travaillais. Et ça donnait rien, ça donnait pas de résultat. Et au bout de 3 mois, le kiné m'a dit écoutez, c'est soit vous vous faites opérer à nouveau, donc on recommence tout, soit vous restez comme ça. J'avais eu tellement mal, vraiment, que je me suis dit très bien, je reste comme ça. J'avais en fait une bride cicatricielle au niveau de la main qui faisait qu'en fait mes doigts ne pouvaient plus bouger. Donc j'allais rester comme ça en situation de handicap. Et puis un jour, je me suis tapée à une table et cette bribe s'est cassée. Alors ça a fait très 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 mal. Néanmoins, ça a pu libérer mes doigts et me permettre de me servir à nouveau de cette main. Et psychologiquement, effectivement, ça a été très difficile à vivre tout ça. On ne s'imagine pas à quel point une toute petite blessure comme ça peut impacter à la fois la vie quotidienne et puis ce qu'on peut penser. Parce que ça vous ramène chaque fois à cet accident, à ce qui s'est passé et à la peur que vous avez eue de mourir. Très longtemps, vous avez eu peur de la pluie et de la vitesse. Comment avez-vous réussi à dépasser ce traumatisme ? Alors oui, effectivement, pendant très très longtemps, au moins 10 ans, j'étais terrifiée, dès qu'il fallait que je sorte et qu'il pleuvait. Et j'étais terrifiée aussi par la vitesse. Alors pour vous donner une petite idée, quand j'ai pu reprendre le volant, je roulais à 30 km/h. Je ne pouvais pas dépasser 30 km/h. Alors, les autres automobilistes, ils étaient pas très contents. Je me faisais souvent klaxonner, etc. Mais c'était impossible. Voilà, sur l'autoroute, aller plus de 70 km/h, c'était une horreur. Donc, je prenais plus l'autoroute. Dès qu'il pleuvait, je sortais pas. J'inventais des tas d'histoires pour pas sortir. Je trouvais plein de stratégies, en fait, pour plus me retrouver dans cette situation-là. Et ça m'a pris, 10 ans, donc des années et des années, avant d'arriver à dépasser cette peur. Et comment la dépasser ? En me confrontant, en fait, à chaque fois à ces situations-là. En disant, allez, si, il pleut, mais tu vas sortir quand même. Alors, tu fais un petit trajet, d'accord ? Et puis après, t'en fais un plus long, et puis tu vas
pour la vitesse, pareil, tu vas à 80, à 90, à 100, puis des fois tu n'y arrives plus, tu recommences, etc. Mais vous imaginez que ça prend vraiment très longtemps pour dépasser ça. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire à la Ida du jour de l'accident ? Alors j'aurais envie de lui dire, écoute Ida, revois très vite tes priorités. Voilà, c'est pas du tout grave d'arriver en retard au travail. Tu appelles ton employeur, tu lui dis que tu vas être en retard et tu y vas tranquillement. Tu mets pas ta vie en danger parce que rien ne vaut la vie. Ça revient à la question de tout à l'heure, c'était tellement idiot, rien ne vaut la vie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.